Bonsoir Boris Cyrulnik. Voilà, Bonsoir. nous sommes en direct avec vous sur le plateau de BFM TV. Vous êtes bien sûr neuropsychiatre, psychanalyste, enseignant, écrivain. Vous avez fait de très nombreux livres. Mais bon, et vous êtes l'auteur et en tout cas celui qui a développé la notion de résilience en France, on va en parler. Mais vous n'aviez jamais raconté vraiment votre histoire. C'est ce que vous faites dans ce livre, Sauve-toi, la vie t'appelle, chez Odile Jacob. Et c'est la première fois que vous parlez de vous de cette façon, alors même que vous soignez, que vous aidez les enfants qui parfois ont vécu des traumatismes semblables aux vôtres. Alors on va essayer de comprendre. Je vais d'abord lire le début de votre livre. « Lors de ma première naissance, je n'étais pas là. Mon corps est venu au monde en juillet 1937 à Bordeaux. On me l'a dit, je suis bien obligée d'y croire puisque je n'en ai aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j'ai été arrêtée par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là. Et c'est en 1944. Et d'une certaine façon, vous venez à la vie ce jour-là, le jour de votre arrestation par les nazis. C'est-à-dire, je viens à mon histoire. Je suis venu à la vie avant. Et s'il n'y avait pas eu cette arrestation, j'aurais eu une autre histoire. Donc mon histoire a commencé ce jour-là parce que cet événement impossible à dire, interdit de le dire, sinon je serais mort. Cet événement-là a organisé tout le reste de mon développement. C'est ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire que vous nous donnez un peu des flashs sur cette période incroyable, enfin très dure pour un enfant. Vous avez 6 ans, vous êtes hébergé ensuite par des familles, surtout vous fuyez, vous arrivez à vous sauver. Comment c'était ? C'était pas dur. C'est-à-dire que c'était pas dur parce qu'un enfant a besoin de pensées binaires. Tout ce qui n'est pas gentil et méchant, tout ce qui n'est pas grand et petit, tout ce qui n'est pas homme et femme. Et on organise sa vie avec des pensées claires comme ça. Or là, pendant la guerre, mon monde était clair. Il y avait les méchants, qui étaient les Allemands et surtout les miliciens, la Gestapo, et les gentils, les justes, qui m'entouraient et qui se relayaient pour protéger un enfant qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'étais entouré de gens gentils, qui me parlaient gentiment, qui me sécurisaient, qui me protégeaient des méchants, qui ont été vaincus, puisque à la fin de la guerre, les surhommes allemands se sont réhumanisés dès l'instant où ils ont perdu la guerre. Et ce que vous racontez, c'est donc après cette arrestation, vous êtes amené dans une synagogue, comme tous les autres juifs de Bordeaux raflés ce jour-là ou cette nuit-là, et vous arrivez à vous cacher dans le plafond, vous échappez à la Gestapo, vous vous retrouvez à l'extérieur devant une ambulance, et vous vous cachez sous le brancard d'une femme blessée, et une infirmière vous fait signe et vous cache. Et à ce moment-là, un homme, un nazi sans doute, vous regarde et vous avez le sentiment qu'il vous laisse partir. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Vous avez enquêté et c'est pas ça. Non. J'ai arrangé ma mémoire. D'abord, je rencontrais l'infirmière, Madame Descoubès, je l'ai retrouvée. Dans ma mémoire, elle était belle et blonde. Et elle m'a montré une photo d'elle, infirmière de la Croix-Rouge. Elle était belle et brune comme un corbeau. Alors ça frappe beaucoup, parce que tous les enfants qui racontent cette histoire, mais alors, comment on fait pour faire de la mémoire ? Eh bien, on arrange la mémoire. Alors, je me suis caché, je me suis blotti sous le plafond, ce qui fait que tous les contrôles, personne n'a pensé à lever la tête, parce que j'étais blotti sous le plafond. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber, et la porte était ouverte, je suis sorti. Et à ce moment-là, l'infirmière m'a vu, m'a fait signe de plonger dans ce que logiquement je croyais être une ambulance, et c'était pas une ambulance, c'était une camionnette. Mais quand on voit une table avec 3 pieds, on voit que 3 pieds de la table, logiquement, il y a un 4e pied. Donc, puisqu'il y avait une dame mourante sur le matelas, puisqu'il y avait une infirmière en bas des marches, c'est que c'était une ambulance. Eh bien non, c'était pas une ambulance. Et ainsi de suite, j'ai envie de dire, parce que votre récit, il est vos souvenirs et l'enquête que vous faites sur chacun des souvenirs et la manière dont votre mémoire reconstruit pour supporter et mieux, pour réussir brillamment comme vous l'avez fait. Alors, la mémoire permet de donner cohérence. Quand le réel est fou, ce qui était le cas de la guerre,
comment peut-on arrêter un enfant, le condamner à mort? 25% des enfants juifs ont disparu. En France, c'est le pays où il y a le moins de disparitions. Dans les autres pays européens, ça dépasse les 90%. 2 millions d'enfants juifs en Europe au début de la guerre, 200 000 à la fin de la guerre. Les autres ont été brûlés. Oui, vous racontez tous ces Français qui vous ont aidé, Voilà. et ces religieuses, et ces gens Il y a simples et ces même justes qui vous des ont aidé. pétainistes, même des institutions pétainistes ont protégé les enfants juifs. Allez comprendre ça. Le réel est fou. Le réel était fou. Quand le réel est fou, comment on fait pour se comporter? On lui donne cohérence dans une représentation où on arrondit les angles, on a des morceaux de vérité, et puis on s'arrange. C'était une ambulance, elle était blonde, et puis il a donné le signal du départ. Or, c'était pas vrai là non plus. Il n'a pas donné le signal du départ. Ce nazi, vous avez le sentiment qu'il vous a laissé partir? En fait, non, mais parce que c'est une manière de vous dire peut-être qu'il y avait des gens bienveillants, y compris parmi les monstres. Voilà, exactement. Ça m'a permis de me faire croire que même dans le mal extrême, il y a quand même une part d'humanité. Donc tout n'est pas perdu. Je le pense encore d'ailleurs. Même dans les plus grandes tragédies, il y a quand même une part d'humanité. Et j'avais besoin de le croire pour ne pas être désespéré. Vous parlez aussi d'autre chose qui est très frappante dans ce récit, lorsque vous êtes recueilli bien après par la sœur de votre mère. Donc je n'ai pas dit, votre mère a été déportée, votre père était combattant, il est mort au combat. Elle rencontre un homme, enfin elle est avec un homme, et tous les deux, dès qu'ils se mettent à vivre ensemble et ils vous élèvent, vous devenez brillant élève alors que vous étiez très mauvais élève. Ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, c'est ça la résilience, c'est ça le concept de résilience. Alors c'est une partie effectivement, un facteur de résilience. Non, c'est pas extraordinaire parce que ce que vous venez de dire, je l'ai entendu au Rwanda, je l'ai entendu dans tous les pays en guerre. Quand autour d'un enfant, il y a de la violence, il y a de la haine, il y a de l'instabilité affective, tous les enfants sont minables à l'école comme je l'ai été. Et tous me disent, dès l'instant où il y a une structure affective et sensée autour de l'enfant, il rattrape son retard en quelques mois. C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas du tout une qualité cérébrale, l'intelligence est une qualité affective. Quand on est sécurisé, on éprouve le plaisir de jouer à l'école et d'apprendre à l'école. Et dans ce cas-là, on peut devenir très bon élève très rapidement. Et ce qui est donc extraordinaire dans votre livre, c'est que vous parlez de vous parlez de votre histoire, vous parlez de votre mémoire, et il y a vraiment des moments poignants. Mais vous parlez de nous tous. Vous parlez des enfants qui ne réussissent pas à l'école. Pourquoi? Attachement, sécurité. Vous parlez justement de la manière dont on peut s'en sortir, cet attachement, cette sécurité qu'on peut avoir dès l'enfance. Vous parlez aussi du silence, parce que vous avez quand même gardé le silence très très longtemps. Pourquoi? Je ne l'ai pas gardé. On m'a imposé le silence. Je n'ai pas gardé le silence. J'ai parlé. Alors pendant la guerre, il ne fallait pas parler, sinon je serais mort. Mais après la guerre, j'ai parlé. Et j'ai parlé à des sourds. C'est-à-dire que tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Ou alors celui qui m'a fait taire pendant très longtemps, c'est un monsieur gentil qui m'a écouté et qui m'a dit « Tu racontes de belles histoires ». Il m'a donné une piécette et il m'a dit « Va t'acheter des bonbons ». Je me suis dit « Bon, ben, c'est pas la peine de parler aux adultes. Ils peuvent pas comprendre. » Donc on m'a fait taire. C'était un peu confortable. Ça m'arrangeait un peu. Mais tout le monde est complice du déni, moi parce que c'était trop dur à dire, et vous parce que c'était trop invraisemblable à entendre, insupportable à entendre, dont tout le monde était d'accord. Il fallait reconstruire la France aussi. La France avait été humiliée, pas glorieuse pendant la guerre de 40, il fallait la reconstruire et la revaloriser. Alors on parlait des résistants, c'était l'époque où la CGT demandait aux ouvriers de travailler pendant les week-ends gratuitement. Demandez ça à la CGT aujourd'hui, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il fallait le faire comme ça, il fallait reconstruire la France. Donc il fallait taire les blessures les plus violentes et les plus fortes et les plus terribles. Vous apprenez aussi, vous retrouvez que vous vouliez être psychiatre dès 10 ans. Oui, ça c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout, j'avais complètement oublié. Et en fouillant dans une malle, j'ai retrouvé des rédactions, comme on disait à l'époque, où l'enseignant avait dit « Que voulez-vous faire quand vous serez grand ?» J'ai eu la surprise de voir que j'avais écrit « Quand je serai grand, je serai psychiatre », ce qui était ahurissant. J'avais complètement oublié. Mais qu'est-ce que je pouvais savoir de la psychiatrie à 10, 11 ans? Probablement rien. Mais comme le réel était fou, comme je voulais ne pas haïr ceux qui avaient détruit ma famille et qui voulaient me détruire, j'avais besoin de penser que c'était une folie sociale.
ce que je pense encore aujourd'hui d'ailleurs. J'avais besoin de penser que c'était une folie sociale. J'ai donc logiquement pensé que la psychiatrie pourrait répondre à ce problème. Du coup, votre expérience et votre vie vous ont aidé, même si vous n'en parliez pas de cette façon-là, de la même façon que dans le livre, à comprendre les autres et à aider les autres. Oui. Alors ça, c'est une constante qu'on retrouve chez tous les traumatisés. Ou bien ils sont fracassés, ce qui arrive bien sûr, et s'ils s'en remettent, ils deviennent altruistes. J'ai besoin de comprendre pourquoi celui-là, celle-là, qui a la même blessure que moi, pourquoi elle s'en sort, pourquoi lui s'en sort pas, etc. Donc ça, c'est une motivation, c'est une rage de comprendre, c'est plus qu'une motivation. C'est une rage parce que comprendre donne sens à la vie, et effectivement, ce trauma de mon enfance a orienté, a gouverné tout le reste de ma vie. Et oui, puisque vous rencontrez des enfants dans les guerres, les Rwandais, vous disiez, vous parlez des enfants de Roumanie et d'autres, et vous reconnaissez leur trauma et vous aidez. Vous voyez qu'ils ne sont pas autistes, mais qu'ils sont dans un isolement sensoriel qu'on peut combattre. Et vous dites, dans les tuteurs, dans les deux mots, la force et la gentillesse, sont les deux peut-être moyens de redonner confiance et de sortir un enfant d'un traumatisme. Alors il faut commencer par ça. Avant de parler, il faut le sécuriser. Et ensuite, une fois sécurisé, il pourra travailler avec des mots dans une relation ce qui lui est arrivé. Et il pourra modifier la représentation de son traumatisme. C'est ce que font les artistes, c'est ce qu'on fait en psychothérapie, c'est ce qu'on fait quand on est en confiance avec quelqu'un. Alors c'est vrai que mon expérience, où j'ai été isolé pendant plusieurs mois, pendant 7 mois complètement isolé, et j'avais probablement un comportement pseudo-autiste. Mais quand j'ai été en Roumanie ou en Bulgarie ou dans d'autres pays où les enfants sont isolés, c'est plus que l'abandon, c'est l'isolement sensoriel sans substitut. Et dans ces pays-là, le seul objet extérieur à soi-même, c'est les mains, c'est les balancements, comme les enfants autistes. Mais c'est un faux autisme, c'est un pseudo-autisme. Et on nous disait, il ne faut pas s'occuper de ces enfants, vous voyez bien qu'ils sont foutus. Et nous, on disait, mais ils sont foutus parce qu'on ne s'occupe pas de ces enfants. Et on a souvent eu raison, pas toujours bien sûr. J'avais quand même envie de vous parler, de vous demander votre regard sur le drame qui vient de se dérouler il y a quelques jours à Échirolles, donc tout près de Grenoble. Deux jeunes massacrés par une bande. On les a presque tous arrêtés, sauf un aujourd'hui. Et tout le monde a souligné la sauvagerie, la barbarie. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes lorsqu'ils massacrent ainsi deux jeunes hommes qui réussissent et qui s'en sortent? Alors je pense que ces mouvements, ces tragédies de jeunes ont toujours existé. On attaquait le guet à l'époque de François Villon. Quand j'étais enfant, il y avait des bagarres de bandes entre la bande du Sacto, le Sacré-Cœur, et la bande de Clignancourt, avec des machettes, avec des armes, avec des morceaux de bois, mais on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle parce qu'on ne supporte plus la violence, ce qui est une preuve de progrès social. La violence a constitué nos sociétés. C'est-à-dire que toutes les sociétés se sont construites dans la violence, et quand j'étais enfant, les mères, les femmes valorisaient les hommes violents et avaient honte d'un homme non violent. Aujourd'hui, quand la société est constituée, la violence n'est que destruction. Violence conjugale, destruction de famille. Violence entre bandes, destruction. Assassinat. Donc je pense que ça a toujours existé. Mais ça existe que lorsque la culture est défaillante. Lorsqu'il y a des rituels pour accueillir les jeunes, ils ne sont pas violents. Ils canalisent, ils apprennent à maîtriser la violence et à le dire, à l'exprimer autrement. Et donc ces jeunes-là, ils seraient acculturés. Déculturés, privés de culture. Ils sont privés de culture, et ça, je pense que là, les politiques ont une grande responsabilité. C'est-à-dire que dans ces quartiers, il y a des isolats sans culture, et lorsque des jeunes qui ont l'appétit de vivre et la violence en eux, lorsque ces jeunes sont privés de culture, ils redécouvrent les processus archaïques de la socialisation, c'est-à-dire la loi du plus fort et la violence. Et est-ce qu'on peut les récupérer, ces jeunes? Est-ce qu'on Oui, peut? clairement oui. Clairement, oui. Alors, bien sûr, c'est plus ou moins facile selon le développement. Il y a des grands pervers qui sont difficiles à récupérer, mais c'est très rare, les grands pervers. La plupart du temps, ces enfants se laissent... Ces enfants, ça m'a échappé. Ces jeunes... Oui, non, mais il y en a un qui est mineur en l'occurrence, les autres sont majeurs, mais il peut y avoir Voilà. des mineurs, bien sûr. Il y a une contagion émotionnelle. S'il n'y a pas de culture autour d'eux, ils se laissent entraîner par celui qui induit la violence. Et il y a une érotisation de la violence, un plaisir extrême à la violence. Et ils se laissent entraîner. Si on change le contexte, la plupart d'entre eux vont apprendre avec plaisir, avec bonheur, la culture.
mais il faut leur proposer une culture. Voilà, sur ce message d'espoir. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de BFM TV. Donc, Sauve-toi, ta vie t'appelle, chez Odile Jacob. C'est bouleversant. Merci.